Les funérailles de Newton rassemblent une foule d'admirateurs, parmi lesquels se trouve Voltaire, le penseur et écrivain le plus audacieux et le plus prolifique de France, un pays qui, à l'époque, réprime brutalement toute liberté d'opinion et d'expression. Il a traversé tout le siècle des Lumières comme un véritable météore. Bien, bonjour. Alors, flux en direct pour les secondes 1 et 5. Je ne sais pas si vous allez être très nombreux à le suivre en direct, mais comme d'habitude, le document vidéo sera encapsulé dans le cours. Alors, je vous signale qu'à partir de cette semaine, nous allons passer au téléenseignement en histoire, c'est-à-dire que pour ce qui est du cours de géographie sur le nombre et le vieillissement, vous pouvez considérer qu'on a fait un peu le tour de la question. Je ne vous embête pas avec d'autres développements sur la question du nombre et du vieillissement appliqué à la France. L'étude de cas sur la France, on va considérer qu'elle est terminée. Je vous ai mis, disons, un résumé de ce qu'il faut avoir retenu dans... Pardon, je vais éteindre le son, sinon j'ai un retour, c'est pénible. Oui, donc je vous disais que pour ce qui est de la géographie, on arrête provisoirement. Et d'ici aux vacances, là, d'ici au 18 avril, je voudrais qu'on revienne un petit peu à l'histoire. Bonjour Lucia, bonjour Kenza, bonjour Dorian. Et donc, voilà qu'on profite de la dizaine de jours qui viennent pour terminer le chapitre d'histoire que nous avons un peu laissé en plan à cause des circonstances. Donc, chapitre d'histoire, vous vous souvenez, qui était le sixième chapitre. Donc, dans chaque thème, il y a deux chapitres. Le thème 3, c'était l'État moderne en France, en Angleterre. Donc, sujet assez compliqué et qu'on fait assez rapidement. Donc, on est censé étudier un petit peu l'évolution du système britannique. Ce qu'il y a à retenir surtout, c'est le fait qu'il n'y ait plus de monarchie de droit divin en Angleterre dès le XVIIe siècle. Un siècle avant la Révolution française, les Anglais ont obligé leur roi à accepter qu'il y ait un Parlement, avec des ministres responsables devant le Parlement, que les impôts soient décidés par les Anglais eux-mêmes ou par leurs représentants. Et puis, quand on arrête quelqu'un en Angleterre, on est obligé de lui dire pourquoi on l'arrête avant de le mettre en prison et de lui faire un procès équitable. Alors tout ça, ça a été obtenu après des conflits très très graves, une révolution, un roi qui a eu la tête coupée, bon, des troubles sur lesquels on n'a pas pu revenir, c'est dommage, mais toutes ces guerres civiles et ces discordes ont fini par aboutir à une société anglaise qui est une société très libérale, où on fait un peu ce qu'on veut, on a la liberté de penser, en tout cas, et qui fera l'admiration des philosophes français, et qui aura une influence importante sur la Révolution française, qui a lieu, comme je vous dis, un siècle après la Révolution anglaise, et puis qui aura une influence aussi sur la Révolution américaine. Il ne faut pas oublier que si les Américains se révoltent contre les Anglais, c'est un peu la faute des Anglais eux-mêmes, puisque les Anglais ont posé le principe que des impôts devaient être consentis par le peuple qui les payait. Et dans les colonies britanniques en Amérique du Nord, les Anglais n'appliquent pas leurs propres principes, c'est-à-dire que le roi d'Angleterre, il lève des taxes, par exemple sur le thé aux États-Unis, ce qui va devenir les États-Unis, dans les colonies, disons, de la côte est de l'Amérique. Et le roi fait ça sans demander l'avis des habitants. Et il n'y a pas d'assemblée, ça n'existe pas, représentant les colons qui puissent venir à Londres discuter et accepter ou pas les impôts. Bon, bonjour Esther. Il est évident que la révolution américaine, c'est d'abord des Américains qui demandent, comme les Anglais, à avoir un gouvernement responsable et à pouvoir payer les impôts ou non. Bon, et donc il y a bien une influence de la révolution anglaise sur la révolution américaine et sur la révolution française, à tel point qu'on parle quelquefois de révolution atlantique. Alors c'est un historien qui s'appelait Jacques Godéchaud qui a eu cette intuition. Et c'est vrai qu'il y a des points communs entre les trois révolutions. Alors c'est assez logique, c'est pas les mêmes sociétés, c'est pas la même époque. Mais il y a des points communs, notamment dans le domaine des idées et de la philosophie. Alors, Dorian, pourquoi ça se serait coupé? Non, j'ai juste mis
le fil électrique parce que j'avais plus de batterie. Bon, donc je vais vous parler un petit peu aujourd'hui de la suite du cours, parce qu'on est arrivé au point donc où on avait signalé que l'amour pour l'Angleterre des philosophes français notamment était une des causes de la révolution atlantique. Alors, notamment, l'amour que Voltaire avait pour l'Angleterre est intéressant à étudier, puisque Voltaire c'est un des plus connus des philosophes français de l'époque, et il est déjà connu de son vivant, et la postérité lui a rendu tout à fait raison, puisqu'il est enterré au Panthéon. Alors, il est évident que nous avons rapidement évoqué la personnalité de Voltaire, qui est un point de passage obligé en cours, et qui nous restait à évoquer plus sérieusement Lafayette et Washington. Lafayette, c'est le héros des deux mondes. En 1789, il passe pour avoir à la fois libéré l'Amérique et libéré la France. Donc un monsieur qui a eu un rôle très très important pendant la Révolution française et qui au XIXe siècle va passer aussi pour un personnage hors du commun. Alors ce serait intéressant de savoir pourquoi Lafayette a laissé une telle trace dans l'histoire des deux côtés de l'Atlantique. Et j'aurais aimé que ça vous le fassiez par vous-même. Ensuite, Washington, le père donc de la nation américaine, le premier président des États-Unis, quelqu'un qui est président parce qu'on n'a pas trouvé de roi. Sinon, les Américains sont un peu comme les Français, des gens qui rêvent de liberté, mais qui ne savent pas comment on pourrait remplacer le roi et par qui. En France, on a essayé 5 directeurs, 3 consuls, on a fini par avoir un empereur. Les États-Unis se sont demandé s'ils devaient instaurer une monarchie, et finalement, ils ont pris un président un peu à titre provisoire, et ça a duré jusqu'à nos jours. Voilà, donc nous allons d'ici aux vacances, donc là vous avez un petit questionnaire à me rendre, qui est encore un questionnaire de géographie, qui voudrait terminer pour mercredi, hein, donc demain. Bon, et ensuite, donc, je vous donnerai un petit truc pendant les vacances, hein, parce que jusqu'aux vacances, c'est de l'histoire, mais pour les secondes 1 et 5, donc Esther, je l'ai indiqué, mais vous n'avez pas dû le voir, je fermerai la vidéo ici, d'ici quelques minutes, et je reprendrai la parole à 300 moins le quart pour les secondes 6, puisque les secondes 6, eux, vont faire de la géo, vu qu'ils sont en histoire avec quelqu'un d'autre. Bon, alors les secondes 6 sont très disciplinés. J'ai même eu des élèves que je n'ai pas en géographie, hein, qui sont en éducation civique, qui m'ont rendu des devoirs. Alors, Dorian, il faut que vous cherchiez les documents et tout ce qu'il faut directement dans le site de chez Alaya, parce que Pronote, ça ne marche pas très bien. Donc si vous allez dans le cahier texte des secondes 1 et 5, ben là j'y suis par exemple en histoire, je vais vous montrer. Hop. Alors, ping. Alors ici, vous êtes dans le cahier de texte d'histoire de seconde. Alors voilà, j'aurais bien aimé que tout le monde regarde ce film, Une figure des Lumières, Voltaire, qui fait que 5 minutes et qui est très bien monté, qui n'est pas celui que j'ai pu vous montrer en classe, parce que malheureusement au lycée, très souvent quand on veut utiliser YouTube, ça fonctionne pas, on ne sait pas trop pourquoi. Et ce film-là est plus intéressant que celui que je vous avais montré, parce qu'il est monté autrement, et en 5 minutes, vous avez plein de choses intéressantes sur Voltaire. Je vous ai donc mis un questionnaire sur Voltaire, et les réponses, vous les trouverez ici, en fait. Hein. Donc, voilà, là, c'est le cahier de texte d'histoire. Si on retourne en géographie, vous avez eu voilà, vous voyez, tout ça, c'est ce que nous avons fait quand il y a une bande jaune comme ça, c'est tout ce qu'on a fait en téléenseignement. Donc voilà, vous avez eu une petite conférence introductive. Après, je vous ai montré en géographie quelques petites notions sur le peuplement de la France par une capsule vidéo qui est ici. Vous avez eu un formulaire donc sur les inégalités, publié le 4 avril. Voilà, vous voyez que c'est facile de le trouver. Donc, on vous demande donc si vous pouvez identifier des villes sur une carte. Alors, si vous revenez en arrière, elle est où la carte? Elle est là. Vous cliquez dessus. Là, vous avez le cours de géographie et la carte sur laquelle il faut s'appuyer pour répondre aux questions, elle est ici. Donc, vous avez un certain nombre de villes qui sont indiquées de 1 à 10.
Eh bien alors, toutes les questions portent sur ces villes qu'il faut reconnaître. C'est assez facile, il n'y a pas grand-chose à rédiger. Donc il n'y a pas de difficulté d'Orient pour trouver la carte, hein. Si on fait allusion à des choses que vous ne voyez pas sur Pronote, bah, il suffit généralement d'aller les chercher sur Etchealaya. Alors après, j'ai mon ordinateur qui a explosé la semaine dernière, donc des fois j'ai eu un jour ou deux de retard. Mais enfin, la semaine dernière, vous avez été efficace. Dans la plupart des classes, il n'y avait qu'un élève ou deux qui n'ont pas rendu l'exercice en seconde. Alors que vous aviez commencé avec un rythme de travail moins élevé. Donc là, vous avez, comme je viens de vous le montrer, les secondes 1, les secondes 5 et les secondes 6, un dernier petit exercice de géographie à faire sur le dernier cours. Ça vous oblige justement, en allant chercher cette carte, à voir qu'il y a un cours. Ce serait bien que vous le recopiez, ou qu'en tout cas, vous en connaissez le contenu, d'accord, sur les inégalités du peuplement en France. Avec les secondes 6, on va un petit peu approfondir. On va parler de la structure de la population la semaine prochaine. Par contre, avec les secondes 1 et 5, puisque nous avons aussi un cours d'histoire à terminer, je vous propose de vous pencher un petit peu sur l'histoire d'ici aux vacances, puisqu'il y aura des vacances, hein, et qu'on ne travaillera pas pendant les 15 derniers jours du mois. En effet, on a laissé en plan, vous voyez, Lafayette et Washington. Donc je vous propose aux secondes 1 et 5, c'est toujours dans le même questionnaire, de regarder ce petit film sur Voltaire et de répondre à quelques questions qui expliquent l'enthousiasme de Voltaire pour la Révolution française. Et ensuite, au lieu de parler de Diderot et des encyclopédistes, ou bien de Beaumarchais et du mariage de Figaro, et tout un tas d'œuvres qui ont beaucoup influencé l'opinion publique, hein, éclairée, celle qui était sensible aux Lumières, eh bien donc, vous allez avoir des questions la semaine prochaine sur Lafayette et sur notre ami Washington. Alors, je pense que ce serait intéressant qu'on fasse ça sous forme de visioconférence. Alors le problème avec les visioconférences, je ne sais pas si ça marche très bien, et puis si vous n'êtes pas tous à vous connecter, évidemment, il n'y aura pas de traces comme cette vidéo-ci que je peux encapsuler dans le cours après, ce qui fait que quelqu'un qui a raté le flux en direct peut voir le cours quand même. Mais disons que c'est pour remplacer une séance de travaux dirigés en fait. Il lui fallu que vous présentiez la carrière de Lafayette et celle de Washington après avoir étudié des documents que je vous aurais donnés en classe. Alors bon, dans votre cas, ce serait intéressant d'essayer de faire une petite visioconférence la semaine prochaine. Alors, je vous mettrai un lien pour vous y inviter. Après, soit avec la classe du CNED, mais j'ai des collègues qui me disent que ça ne fonctionne pas toujours très bien, soit avec Webex, puisque Webex n'est pas une filiale de Facebook, contrairement à Zoom, donc ne vend pas les informations les plus sensibles sur ses clients. Et sinon, s'il n'y a pas assez de monde à la conférence ou qu'on voit que c'est pas super satisfaisant, je vous mettrai un contenu de toute façon pour voir qui sont Lafayette et Washington et pourquoi ils ont laissé une telle trace voilà, dans l'histoire. Bon, bah oui, alors, si vous n'avez pas la visioconférence, vous voyez bien que la seule solution que je pourrais avoir, c'est de vous donner Lafayette et Washington, pof, une photocopie sous forme de PDF, et vous dire de chercher de travailler chez vous pendant 15 jours, pendant les vacances. Mais bon, là je suis plutôt dans l'idée de vous demander pendant les vacances simplement de reprendre la trace écrite de ce qu'on a fait en téléenseignement, peut-être même de ce qu'on a fait avant, parce que beaucoup d'entre vous ont des classeurs et des cahiers qui sont très mal tenus. Ce sera l'occasion ou jamais de mettre ça au propre, de voir à peu près les notions dont vous allez avoir besoin. N'oubliez pas que si vous rentrez en mai, ou encore pire en juin, pour décider de vos passages, etc., il va y avoir certainement 2, 3, 4 semaines assez décisives où pas mal de gens vont être obligés de vous mettre des évaluations en rafale. Donc ça risque d'être quand même un petit peu embêtant, d'autant plus que le ministre a dit que les élèves qui ne viendraient pas en classe en fin d'année seraient considérés comme absentéistes. Donc n'oubliez pas que l'objectif, hein, j'ai entendu ça, c'est de vous garder jusqu'au... Revenez pas trop fatigué, voilà. Avec le confinement normalement vous serez très reposé, mais pas trop non plus dissipé parce que vous allez avoir un troisième trimestre de 5 ou 6 semaines, quoi, à tout casser, dans le meilleur des cas, peut-être de 3 semaines. Et ça risque quand même d'être un petit peu embêtant pour certains d'entre vous qui n'avaient pas bien réussi les 2 premiers. Voilà, donc aujourd'hui, c'était pour vous rappeler de travailler un petit peu sur Voltaire
et de répondre aux questions donc, qui sont dans le questionnaire. L'Angleterre, donc, je dis ça quand même, c'est une terre d'asile des philosophes français. Souvent, les Français sont persécutés, ne se sentent pas bien en France, ils vont en Angleterre à l'époque. C'est une tradition l'Angleterre, terre d'asile, encore aujourd'hui. On a parlé de Londonistan, par exemple, à cause du très grand nombre de musulmans qui allaient en Angleterre pour y exercer librement leur prêche, par exemple. Bon, c'était avant la vague terroriste. Mais Karl Marx, au XIXe siècle, après Bruxelles, c'est en Angleterre qu'il va vivre. Victor Hugo, toujours au XIXe siècle, il ira vivre à Jersey et Guernesey pour être plus près de la France, mais en Angleterre quand même. Et puis donc les philosophes du XVIIe siècle, et pas que les philosophes, mais des gens comme Denis Papin, par exemple, des inventeurs, des savants, beaucoup de gens vont en Angleterre parce qu'on y a la liberté d'expression, et puis parce que d'une manière générale, même quand on n'y est pas physiquement, les éditeurs anglais ou hollandais, par exemple, sont libres et il est possible beaucoup plus facilement qu'en France de trouver des moyens de faire connaître ses idées. Donc l'obstacle de la langue joue un peu, puisque le français est la langue de culture pour l'Europe tout entière. Les philosophes français vont souvent en Angleterre, ou s'y font éditer, ou ont des correspondants anglais. Et quand ils ne font pas... quand ils ne sont pas matériellement présents donc en Angleterre, ils y entretiennent des relations épistolaires assez importantes. Alors, ce que Voltaire a retenu de l'Angleterre, c'est la tolérance religieuse. Alors, elle n'a été obtenue qu'après des conflits très sanglants. Mais n'oubliez pas que Voltaire, lui, connaît une France qui a été expurgée de ses protestants par Louis XIV et qui n'est pas tolérante. C'est seulement Louis XVI, avant la Révolution d'ailleurs, qui va donner droit de cité aux juifs, aux protestants en France et mettre fin au privilège qu'avaient les catholiques d'être les seuls bons sujets du roi. En outre, ce qu'on admire beaucoup dans l'intelligentsia européenne, c'est les droits du Parlement anglais. Les parlementaires anglais peuvent influencer la politique du roi et lui dicter notamment sa politique fiscale. Alors ça a inspiré, vous le savez bien, Rousseau, le thème du contrat social, mais ça a aussi eu des conséquences assez malheureuses parce que les parlements français notamment ont voulu les mêmes droits que le Parlement britannique, mais ils ont oublié que, évidemment, il y a une chambre des lords en Angleterre, mais il y a aussi une chambre des communes qui est élue, alors que les parlementaires en France se voient comme représentants de la nation, mais ne sont pas élus. Et donc le fait que ces parlementaires, qui sont des privilégiés, aient eu le modèle anglais en ligne de mire, les a fait souvent s'opposer à des réformes qui auraient été très utiles et qui auraient peut-être évité la révolution de toute façon. Mais quand le roi a demandé, je résume, hein, à plusieurs reprises, aux riches, aux privilégiés en France de payer des impôts pour que le peuple ne soit pas seul à supporter le fardeau, ben les privilégiés s'y sont opposés et les parlementaires se sont révoltés au nom de la liberté. Et le peuple a soutenu les parlementaires au nom de la liberté, sans comprendre qu'en fait, en l'occurrence, les parlementaires défendaient surtout leurs intérêts particuliers. Donc voilà les raisons pour lesquelles les philosophes des Lumières tels que Voltaire aiment l'Angleterre sont des raisons objectivement positives. Le fait que ce soit une terre d'asile, de tolérance, c'est indéniable, mais aussi des raisons un petit peu moins glorieuses, parce que le fait qu'on admire les droits du Parlement anglais à contrôler la politique du roi va inciter les parlements donc sur le continent, mais notamment en France, à s'opposer à des réformes qui auraient pu être utiles. Troisième point, très important, parce que des philosophes comme John Locke en Angleterre ou comme Montesquieu en France en font la condition nécessaire au bon gouvernement, c'est la séparation des pouvoirs. Bon, les Britanniques, le monde anglo-saxon en général, sont très attachés à cette séparation des pouvoirs qui reste toujours plus théorique sur le continent, y compris en France. Bon, c'est l'idée que la personne qui exerce les lois et qui les fait exécuter, donc la personne qui gouverne, ou l'institution qui gouverne, ne doit pas être la même que celle qui fabrique les lois, et encore moins que celle qui dit ce qui est légal ou qui ne l'est pas. Donc là où la monarchie française se conçoit comme une monarchie détentrice des trois pouvoirs, parce qu'investie par Dieu, hein,
En gros, le roi fait la loi, le roi gouverne en appliquant cette loi, et le roi décide de ce qui est légal ou pas. Alors en théorie, parce que ce droit divin est contrebalancé par tout un tas de traditions et de coutumes qui font que le pouvoir du roi est quand même dans les faits limité, s'il est absolu en théorie. En tout cas, au niveau symbolique, le roi en France tient à cumuler des pouvoirs à la fois exécutifs, législatifs et judiciaires. Or, l'Angleterre, c'est le pays où on a bien séparé tout ça. C'est-à-dire que le Parlement, c'est lui qui la discute et qui l'approuve ou non. Le roi est chargé d'appliquer la loi et de gouverner. Encore doit-il déléguer cette puissance à des ministres qui sont représentants du roi, mais qui sont responsables peu ou prou devant le Parlement. Et enfin, il y a des juges indépendants pour décider si telle ou telle mesure ou telle loi est conciliable avec le droit. Alors, vous voyez que cette séparation des trois pouvoirs, qui est théorique dans le système français à l'époque, est appliquée au royaume d'Angleterre. C'est ce qui en fait un royaume exemplaire pour les philosophes. Bon, ça et la liberté d'expression dont je parlais tout à l'heure font que l'Angleterre est une terre d'asile. Donc, Voltaire est resté dans l'histoire comme un grand philosophe anglomane, et pourtant à titre personnel, c'est ça que vous pourrez étudier, il a beaucoup fréquenté de monarques absolus qui essayaient de moderniser leur pays sans demander l'avis des gens, ce qu'on a appelé des despotes éclairés. Bon, Lafayette et Washington sont des personnages assez différents, qui sont épris de liberté et qui ont un point commun, c'est qu'ils ont participé tous les deux à la guerre de libération de l'Amérique contre l'Angleterre. Alors, Washington était le général en chef de l'armée des insurgents. Les insurgents, c'est les rebelles américains. Et donc, la première chose à ne pas croire, c'est que Lafayette aurait commandé aux États-Unis ou en Amérique, parce que c'est pas encore les États-Unis, prendront ce nom qu'à partir de 1783 et 87. 83 avec la signature du traité de Paris qui dit que les États-Unis sont indépendants, et 87 constitution des États-Unis. Mais en 1776, les colonies anglaises d'Amérique du Nord se sont révoltées contre la métropole. Le roi de France est plutôt heureux de cette révolte, mais il ne la soutient pas immédiatement. Le marquis de Lafayette va partir aux États-Unis, enfin en Amérique, qui ne sont pas encore les États-Unis, à titre personnel. Il va s'engager à titre personnel dans l'armée américaine. Il sera général de l'armée américaine et commandera des soldats américains. Dans un deuxième temps, il rentre en France, il va à la cour et il convainc Louis XVI d'aider les insurgents. Mais Louis XVI envoie une armée française commandée par des généraux français, dans laquelle Lafayette n'a absolument aucune autorité. C'est M. de Rochambeau qui gouverne, qui administre et qui commande l'armée française, et puis l'amiral de Grasse qui est envoyé avec une flotte de guerre. La grande bataille de Yorktown voit les Français et les Américains triompher des Anglais, mais Lafayette n'est toujours pas là comme officier français. Il est officier de l'armée des États-Unis. Ce qui fait d'ailleurs que Lafayette obtient la double nationalité. Il sera citoyen des États-Unis et de la France. Il refusera même longtemps après d'avoir le poste d'ambassadeur soit de France aux États-Unis, soit des États-Unis en France, parce qu'il dira je me sens des deux pays et je ne pourrai pas bien servir l'un au détriment de l'autre. Bon, Lafayette est quelqu'un qui est parti combattre en Amérique par idéalisme. C'est à ce titre qu'il est très célèbre. Il va au début de la Révolution française jouer un rôle très important. Il est de ceux qui sont pour la Révolution, mais qui espèrent que le roi va accompagner le mouvement. Et Lafayette n'est pas du tout partisan d'une solution républicaine. Donc quand Louis XVI est en difficulté, est arrêté, Lafayette ne peut plus être dans le camp des révolutionnaires. Donc c'est quelqu'un qui, à cause de ses convictions, ira en prison. Sa femme, qu'il aime d'amour, c'est très romantique, demandera à partager sa captivité. Et donc c'est quelqu'un qui aura cette auréole, vous voyez, de combattant de la liberté, puis de martyr, et qui, après la Révolution française et l'épisode napoléonien, jouira d'un grand prestige moral.
il incarnera la liberté. C'est ce qu'on peut appeler un libéral. Alors, actuellement, le mot libéral en France désigne des gens qui sont partisans d'un capitalisme assez ultra, mais ce n'est pas ce que ça signifie. Les libéraux sont pour la liberté d'entreprendre, mais aussi la liberté politique. Donc Washington est assez proche de Lafayette, il y a une vraie amitié personnelle entre les deux, mais on se plaît à rapporter les mots que Lafayette aurait eus à propos de l'esclavage des Noirs, et on a une lettre dans laquelle il exhorte son ami Washington à libérer ses nègres. Parce que Lafayette pense que l'esclavage est une mauvaise solution. Alors, Lafayette est immensément riche, et évidemment, il lui est plus facile, peut-être, de faire des concessions qu'aux petits nobles qui, en 1789, n'ont que leurs privilèges pour les défendre et les distinguer, on va dire, de la masse de la population. Bien, alors Lafayette est resté très célèbre dans l'histoire, en France comme en Amérique, et Washington est sans doute encore plus connu, puisqu'il a donné son nom à la capitale fédérale des États-Unis. Donc, deux personnages assez intéressants, avec une notoriété, une postérité très importante. Lafayette restant comme le symbole de l'amitié franco-américaine, toujours à invoquer Lafayette dans les périodes où les deux pays se rapprochent. Et Washington étant le premier à avoir formulé cette idée que les Américains doivent rester neutres dans les querelles européennes. Donc l'amitié que Washington a pour Lafayette et pour la France ne lui fait pas perdre de vue ses intérêts. Et c'est le premier président des États-Unis. En mourant, il laisse une sorte de testament politique, et parmi les choses les plus importantes qu'il recommande bien à ses successeurs de toujours s'appliquer à faire, c'est rester à distance des conflits en Europe. Washington, notamment, ne veut pas avoir à choisir entre la France et l'Angleterre. Vous voyez que, évidemment, la France a aidé l'Amérique à gagner son indépendance, mais Washington ne veut pas que Napoléon ou ses successeurs mettent la main sur la Louisiane, ou essaient de récupérer le Québec, ou une politique trop invasive en Amérique du Nord. Ce n'est pas son intérêt. Et par ailleurs, s'il y a des guerres entre l'Angleterre et la France, comment choisir l'Angleterre? Bien sûr, on en est proche culturellement et commercialement, mais pour les Américains, les Britanniques sont aussi des rivaux. Et d'ailleurs, au XIXe siècle, les Américains vont faire la guerre contre l'Angleterre, vont essuyer des revers, et l'armée anglaise viendra mettre le feu à la capitale fédérale de Washington, qu'il faudra reconstruire par la suite. Vous voyez que donc les États-Unis se méfient des puissances européennes et ne veulent pas intervenir dans leurs conflits. Ça, ce sera vrai jusqu'en 1917. Et encore, les États-Unis ne sortiront-ils vraiment de leur isolement qu'au XXe siècle, après Pearl Harbor? Autrement dit, vous voyez que Washington a longuement influencé la politique de son propre pays. Il a eu un legs politique évidemment très 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 important, plus sans doute que Lafayette, qui est resté comme une espèce de figure de la Révolution française, mais qui n'a pas exercé le pouvoir en fait en France. C'est donc une grosse différence entre les deux. Bien, alors je vous donnerai sans doute un exercice à faire sur Washington et Lafayette la semaine prochaine, avec quelques questions, dont certaines qui viennent d'être résolues. Bien, je vous dis au revoir, et puis essayez d'être nombreux à rendre le formulaire, ça donnera une bonne impression sur le groupe. Je vous dis, la semaine dernière, à part, je crois qu'il y avait Adrien et Jordan de mémoire. Non, Adrien et Nikos, mais je crois que toutes les secondes 1, tous les élèves de seconde 1 avaient rendu l'exercice. Et voilà, en seconde 6, il manquait une jeune fille. Donc vous voyez que les élèves de seconde, pendant le confinement, ont un peu de temps quand même pour l'histoire géo, c'est bien. Et essayez de ne pas complètement passer à autre chose et de ne pas vous sentir en vacances d'été trop tôt, parce que de toute façon, ce que vous n'aurez pas acquis cette année vous manquera par la suite. C'est quand même pas mal de culture générale. Vous voyez, il n'y a pas de date et de fait très précis à apprendre, mais il y a des idées générales importantes pour la suite. Bon, après, voilà, si vous voulez apprendre des dates par cœur, c'est toujours possible. On peut toujours faire des interrogations en vous demandant
de réciter les règnes des rois de France au XVIIe siècle. J'avais dit que je le ferais pour les gens qui n'aiment pas réfléchir, mais de toute façon, comme on est en confinement, bah, vous échappez au devoir pour le moment. Allez, je vous remercie de votre attention. Et donc la semaine prochaine, c'est le lundi de Pâques, le 13. Pas de flux en direct le lundi. C'est jour férié. Je vous dis, on fera sûrement une conférence. Alors à un moment où d'habitude on se voit en classe, ce qui est un peu compliqué, bon peut-être jeudi. Faut essayer de trouver un moyen. Jeudi à 5 heures, ça paraît tard quand même. Donc pour les secondes 1 et 5, peut-être jeudi à 10 heures ou un truc comme ça. Je vous mettrai un lien, une invitation, et viendront qui peut de nos effectifs. Bonne continuation.